Bienvenue dans Smart Bourse, l'émission au quotidien sur Bismart qui vous permet de rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h en direct sur Bismart TV si vous nous suivez à la télévision via vos box, en replay bien sûr à consommer sans modération via notre plateforme bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, le rendez-vous de la semaine autour des banques centrales. Le marché va suivre évidemment la communication de la Réserve fédérale américaine demain soir, mais d'autres banques centrales importantes s'exprimeront tout au long de la semaine. Jeudi sera une journée importante avec la Banque nationale suisse, la Banque d'Angleterre, nous aurons des banques scandinaves également, la Banque de Norvège ou encore la Banque de Suède qui s'exprimeront cette semaine. Et enfin, vendredi, en clôture de la séquence Banque centrale, la Banque du Japon dont on attend toujours qu'elle résiste encore et toujours à l'appel de la hausse des taux. Nous commencerons à parler de la Fed évidemment avec nos invités de Planète Marché dans un instant, avec des marchés qui restent plutôt hésitants, sans prise de décision forte à ce stade, d'autant que les tensions obligataires, les tensions sur les rendements obligataires persistent et même s'accroissent, plus de 4,35 sur le 10 ans américain, 2,75 sur le 10 ans allemand, au fur et à mesure qu'on voit les matières premières et le pétrole continuer de pousser à la hausse à plus de $95 désormais pour le baril de Brent de la mer du Nord. C'est un sujet évidemment au moment où on commençait à entrevoir la fin de l'inflation, ou en tout cas l'idée de la désinflation qui pouvait s'installer peut-être pour quelques mois. Est-ce que ce phénomène de désinflation se trouve contrarié, pris à revers par la remontée brutale, importante des cours du pétrole? C'est une question qu'on peut se poser à ce stade. Discussion à suivre donc avec nos invités en plateau. Et dans le dernier quart d'heure, nous nous focaliserons sur le secteur de la santé qui semble avoir pas mal d'intérêt dans ces marchés un peu compliqués, un peu hésitants. Nous en parlerons avec un analyste spécialiste du secteur et managing director chez Stifel. Éric Le Berrigaud sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, tendance mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés. Alix Nguyen nous accompagne ce soir. Alix, avec une bourse de Paris qui évolue sans tendance et sans grand enthousiasme, on peut le dire. Oui, effectivement, la hausse du pétrole accentue les craintes quant à l'inflation. Une hausse qui fait aussi office de soutien pour Total Energy, proche de son record. Le contrat de novembre sur le Brent de mer du Nord gagne en effet encore du terrain et franchit les $95 le baril. Un mouvement de hausse déclenché par l'Arabie Saoudite qui a agi pour élever les prix en prolongeant la baisse de sa production jusqu'à la fin de l'année, ce qu'a également fait la Russie. À Wall Street, veille de la décision monétaire de la Fed, la tendance est tout aussi indécise, voire en baisse. On retiendra parmi les statistiques du jour côté américain la chute des mises en chantier de logement le mois dernier. Et oui, de 11,3%, tandis que le nombre de permis de construire délivrés a progressé de 6,9%. Plus près de nous, Eurostat a révisé son estimation d'inflation en zone euro à la baisse de 5,3% à 5,2% sur un an. En août, hors alimentation et énergie, la hausse a été confirmée à 5,3% sur un an. Et puis l'OCDE a quant à elle relevé sa prévision de croissance mondiale pour 2023, tout en abaissant celle pour 2024 à 2,7%. Et puis focus également sur une des valeurs qui fait l'actualité aujourd'hui sur le marché parisien, le titre SMCP qui accuse la plus forte baisse du jour sur le marché. Et oui, le groupe textile revoit ses objectifs de croissance et de marge pour 2023 à la baisse du fait du constat d'une nette dégradation du marché de l'habillement en Europe et en France. La dégradation de cet environnement de marché contraint la société à abaisser certains de ses objectifs financiers pour l'année en cours. SMCP vise désormais une croissance moyenne à un chiffre de son chiffre d'affaires en 2023. La rentabilité de SMCP va également souffrir. Pour le second semestre, le groupe anticipe une croissance modérée de ses ventes par rapport à 2022, avec un troisième trimestre stable ou en légère baisse. Tendance, mon ami, chaque soir, le résumé du jour sur les marchés. Alix Nguyen nous accompagnait aujourd'hui dans Smart Bourse sur Bismart.
3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dunant-Châtelet est avec nous, directrice de l'investissement responsable chez DNCA. Bonsoir Léa. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. À vos côtés, Igor Demac, directeur associé chez Vital Épargne. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Ravi de retrouver également Hervé Gouletker à nos côtés ce soir. Bonsoir Hervé. Bonsoir Grégoire. Vous êtes senior economic advisor d'Accuracy. On est à la veille d'une décision de la Réserve fédérale américaine, ou en tout cas d'une communication de la Fed. C'est donc la une un peu obligée, j'allais dire, ce soir pour l'émission, Hervé. 3,8% de taux de chômage mesuré au mois d'août aux États-Unis. J'ai vu que l'inflation cœur sur les 3 derniers mois, si on annualise le rythme des 3 derniers mois de l'inflation cœur, on est à 2,4%. Est-ce que c'est le soft landing historique que tout le monde espère, ou est-ce que c'est encore un risque de mirage, peut-être, d'un atterrissage en douceur ? Écoutez, le soft landing, on en parle plus qu'on en voit. Réussir un soft landing... On en a vu qu'un, on m'a dit, 95. Oui, ça dépend si vous... il y a les softish landing aussi, où vous tangentez zéro, mais vous n'êtes pas vraiment en récession. En fait, le soft landing, c'est un Graal qu'on n'atteint jamais. Donc, est-ce qu'on l'aura ? Vraisemblablement pas. Si on parlait de cycle, on ferait mieux de dire il y a une alternative entre une phase d'expansion tardive ou alors une récession, un début de récession. Bon, ça serait une divine surprise si on avait un soft landing. Mais en fait, dans les 2 chiffres que vous avez mis, on voit bien le rapport contradictoire. Vous nous dites d'une part, il y a un taux de chômage qui est vraiment, vraiment bas. Et de l'autre, vous nous dites, je tords en les tripatouillant chiffres, l'inflation, on arrive à 2,4. On est presque sur la cible de la Banque centrale. Oui, dans les 2 cas, les chiffres sont vrais, le calcul est exact, mais on voit bien que si on part du 3,8% de taux de chômage, bon, ça indique tout de même un certain pouvoir de marché des employés. Ça implique une dynamique des salaires plus forte. La dynamique des salaires, avant tous les malheurs qu'on a connus depuis la Covid, c'était aller autour de 2,5. Aujourd'hui, on est plutôt entre 4 et 5, même si ça ralentit. Ça ralentit un peu. Mais en fait, à côté de ça, il y a des gains de productivité aux États-Unis qui se sont évaporés. Alors, ils se sont évaporés partout, mais aussi aux États-Unis, ce qui fait que lorsque vous raisonnez en termes de coût salarial par unité produite, l'évolution des salaires moins l'évolution de la productivité, vous êtes aussi entre 4 et 5, quoi. Et en fait, quand vous regardez les choses, un peu structurellement, le socle de la formation des prix, c'est quand même l'évolution de ces foutus coûts salariaux par unité produite. Et donc, dire qu'on est à 2 sur les prix avec des coûts salariaux unitaires à 4, ponctuellement, ça peut... Oui, mais ça peut être un équilibre tenable, voilà, soutenable. C'est sans doute instable. Et donc c'est un soft landing transitoire. Donc il faudrait que, en fait, le marché de l'emploi connaisse une très forte dégradation avec une implication nette sur les salaires pour qu'on soit rassuré sur les prix. Pour le moment, on n'en est pas là. On peut simplement dire que la situation est un peu plus confortable aux États-Unis qu'en Europe, parce qu'en Europe, les salaires par unité produite croissent plus vite et les prix aussi. Mais aux États-Unis, non, c'est pas très confortable. Donc vous dites, c'est intéressant, vous dites, en Europe, vous êtes plutôt convaincu que la BCE a peut-être délivré sa dernière hausse de taux. Aux États-Unis, c'est... Non, je pense qu'en Europe... D'accord. Si on regarde simplement la formation des coûts et des prix, on est plus près de la fin aux États-Unis qu'on ne l'est en Europe. Si on considère que c'est le seul indicateur à regarder, après, il y a d'autres indicateurs, la stabilité financière, le tempo de la croissance, etc., etc. Donc, en fait, il faut prendre tout ça en compte. Mais si on dit scrognonieux, c'est l'inflation que l'on regarde, c'est inconfortable partout, mais encore plus inconfortable chez les Européens. Bon, on va vivre avec cette idée d'un plateau, quel que soit le niveau des taux terminaux, BCE, Fed, on y est quasiment, j'imagine, Igor. Et donc l'idée de ce plateau, de ce maintien dans le temps, de ces taux à des niveaux élevés, en tout cas par rapport à ce qu'on a connu dans le cycle et les cycles précédents. Est-ce qu'on a vu le gros des dommages sur les marchés financiers ? Est-ce que les impacts les plus importants sont encore à venir ? Il n'y en a pas eu beaucoup.
en fait, de dommages. Parce que la hausse des taux, finalement, on voit que dans la croissance, ça a été plutôt bien absorbé. On a vu que les ménages, en général, avaient beaucoup d'épargne post-Covid. Les ménages en ont consommé une partie, mais je pense que c'est la permanence d'un coût de l'argent très élevé qu'il est difficile de gérer. Et on le voit très bien sur le budget des États. C'est-à-dire qu'au démarrage, passer de 2 à 5, ça n'a aucun impact parce que la partie de refinancement est très faible. Mais si on refinance tous les ans 8, 10, 12, 15% de la dette publique, la charge d'intérêt, et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en Europe quand on voit l'immobilier, etc. C'est la permanence du coût de l'argent très élevé qui bloque les transactions et puis qui fait que ceux qui sont... il n'y a pas beaucoup de taux variables, mais en tout cas, le coût de l'argent pour financer l'économie devient de plus en plus punitif. Donc, je ne pense pas qu'on l'ait encore vu. Et sur la situation globale, États-Unis, Europe, on a toujours les États-Unis qui sont en avance par rapport à notre cycle, parce qu'ils font les choses avant, entre guillemets, ils connaissent les crises avant, puis ils ont un potentiel économique qui est bien plus fort. Mais moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a des grandes perturbations des prix très différenciés. En Chine, on est en déflation, on est en surinflation au Royaume-Uni. Aux États-Unis, ils la contiennent par rapport à l'Europe. Et ça, cette perturbation des prix, ça donne lieu à des arbitrages. Mais globalement, ce n'est pas très bon pour une croissance mondiale parce qu'elle n'est plus synchronisée. Donc, chacun tire dans son coin avec les outils qu'il a. Mais globalement, le renchérissement du coût de l'argent, ce n'est pas un bon signal pour des économies qui vivent de manière publique ou privée sur l'endettement. Et sur le plan de la stabilité financière, vous dites qu'il faut rester vigilant aujourd'hui. On a eu l'épisode SVB en mars aux États-Unis. On parle beaucoup moins du secteur des banques régionales américaines, qui a été un des endroits où ça a craqué. Et il y a peut-être d'autres segments de marché à surveiller. Les mortgages sont très portés par les banques régionales. Et le taux du mortgage est passé de, 4 à 7 aux États-Unis. Il y a les pertes potentielles sur le portefeuille d'actifs qui avoisinent 550, 600 milliards de dollars. Donc c'est toujours un secteur qui est, certes bien contrôlé parce qu'il a été identifié comme risqué. Et puis, globalement, de toute façon, on est dans les États de la zone euro, révision de croissance à la baisse, donc on va aller chercher des économies. Alors, je ne sais pas trop où on peut faire les économies en France, parce qu'on ne donne que de l'argent public à qui on demande. Et donc, on voit bien que les budgets sont très contraints. Et je vous rajouter la crise migratoire, qui est un coût supplémentaire pour la zone euro, par exemple. Donc, on va être dans un environnement contraint. C'est pour ça que la croissance mondiale, en 2024, on est plutôt sur une décélération qu'une accélération. Et donc, les marchés financiers, c'est une question de dérive première et seconde. Donc, si on n'accélère pas, voilà, on a des marchés qui sont assez étals et ils reflètent assez bien, moi, je trouve, cette situation. Et puis, on ne parle pas encore des profits des entreprises, mais là où ils ont bénéficié de l'inflation, au détriment des ménages, c'est peut-être en train de se retourner aujourd'hui. Quel est le commentaire un peu global pour cette rentrée encore, Léa? Effectivement, l'idée que le système économique, financier va devoir vivre pendant quelques mois, quelques trimestres peut-être, avec ce niveau de taux atteint par les banques centrales en septembre 2023. Oui, alors ça, c'est finalement c'est une situation nouvelle. Tout le monde pensait effectivement d'un point de vue de la courbe des taux tout simplement, et d'ailleurs c'est dans les cours pour l'instant, qu'on allait avoir rapidement une baisse des taux. Je n'y crois pas vraiment et je pense qu'on s'installe durablement dans cette économie avec des taux de refinancement qui vont être beaucoup plus élevés. D'un point de vue marché financier pur et marché en particulier action, ce qui est intéressant quand même, c'est que ça va offrir un peu de visibilité en termes de valorisation puisque on a eu de cesse que de modifier le taux dans nos méthodes finalement de valorisation. Et là, on va au moins en avoir un à peu près stable. Quand bien même il est durablement élevé, il va être un peu plus stable. Ça va donner une forme de visibilité juste sur ce sujet-là. Ça, c'est une première chose et ça va peut-être aussi faire décélérer les attentes très négatives sur les secteurs à longue duration qui ont beaucoup, beaucoup souffert. Ça, c'est pour la partie un peu action. Après, sur ces refinancements qui sont plus compliqués, je pense qu'on est qu'au tout début en réalité. D'ailleurs, on voit les taux de refinancement aux États-Unis pour les petites entreprises qui explosent. Ça vient juste d'arriver. Beaucoup d'entreprises avaient anticipé cette hausse des taux, comme les investisseurs, finalement, comme tout le monde. C'était écrit. Donc, avaient refinancer en amont. La phase maintenant de reprise de la dette sur les niveaux actuels, c'est le tout début. C'est le tout début. Et quant à l'inflation, alors qui est mon sujet phare, on en a parlé, je pense, pendant 1 an et demi. Est-ce qu'elle est transitoire? Est-ce qu'elle n'est pas transitoire? Moi, je reste convaincue que cette boucle inflationniste, on est quand même bien rentré dedans. J'ai du mal à la voir s'arrêter. Et j'ai du mal à la voir s'arrêter de par la partie salaire, notamment. Ouais.
C'est une des questions qui est posée aujourd'hui par le syndicat de l'automobile aux États-Unis. Il n'y a pas que la question salariale, il y a la question de la transition vers l'électrique, de ce que ça va coûter en emploi, de la représentativité du syndicat s'il y a moins d'employés, etc. Mais il y a aussi, et avant tout même, la question des salaires. Cette histoire n'est pas terminée, donc, aux États-Unis. Et alors ça, c'est presque inquiétant, parce qu'il y a 18 mois, on a commencé à voir les premières renégociations salariales dans les pays anglo-saxons, donc États-Unis et Angleterre essentiellement. Ça s'est transféré ensuite en Europe. Et là, on revient à nouveau aux États-Unis. Donc, c'est les 3 gros constructeurs automobiles qui, avec leurs syndicats, réclament une augmentation qui est colossale. Je vais juste rappeler les chiffres. 40% sur les 4 prochaines années. Ça fait 10 ans par an en moyenne, dont ils réclament 20% dès la première année. Ils ne se sont pas parvenus à un accord, c'était à la fin de la semaine dernière. Et je crois que Chrysler, via du coup Stellantis, avait quand même proposé 20%, ce qui est loin d'être négligeable. Alors, l'impact financier sur les entreprises elles-mêmes est relativement faible. La dernière grève de ce type-là date de 2019, ça concernait Ford. Et effectivement, il y avait eu 6 mois de grève assez intense, qui avait coûté quelques milliards sur le dernier trimestre. Là, l'impact, il est de quelques pourcents pour des usines à l'arrêt et de quelques pourcents pour la masse salariale si on en arrivait à ce niveau d'augmentation. En revanche, moi, c'est le signal qui m'inquiète. C'est-à-dire que si toutes les industries commencent à s'y mettre, on a vu l'airlines, le transport aérien, on a vu la logistique, on a vu la partie retail, et si tout le monde revient à la charge avec des augmentations de salaire pour suivre le coût de la vie, ça va devenir compliqué. En tout cas pour l'inflation. C'est un mouvement, alors évidemment, qui est très commenté aux États-Unis, qui est évidemment très politisé aussi, à 1 an de l'élection présidentielle, Hervé, mais c'est le genre d'événement, on verra combien de temps ça dure, mais pour l'instant, on reste quand même sur des positions dures. C'est le genre d'événement qui va marquer un peu les esprits, qui peut marquer les esprits des salariés dans d'autres secteurs. Ça peut relancer la volonté de voir les salaires progresser aux États-Unis. Moi, j'ai l'impression qu'il y a 2 messages à tirer de la situation actuelle, sans savoir comment elle évoluera. Le premier, le message est politique. La campagne électorale a commencé. La cote de popularité de Joe Biden, c'est 40%. Curieusement, c'est le même niveau au même moment du premier mandat pour Trump et pour Obama. Trump a perdu, Obama a gagné. Moi, j'ai l'impression que dans les cartes du jeu de Biden, il y a quand même la situation économique. On sait qu'il n'y a pas beaucoup de croissance, on sait que c'est ric-rac. Donc, en fait, Biden ne veut pas d'à-coup. Alors, un à-coup qui serait positif, peut-être, oui, mais un à-coup qui est négatif, ça préfère quelque chose de médiocre et un peu mou, mais plutôt linéaire. Et donc là, cette histoire de grève, c'est le secteur de l'automobile. Même si économiquement, Léa le dit, le poids de la masse salariale dans le secteur automobile n'est pas si grand, mais dans l'imaginaire collectif américain, c'est quand même un secteur qui résonne. Et donc là, il y a quelque chose. Et donc, je pense que Biden va quand même essayer de calmer les choses, de faire qu'on aille à l'accord. Parce que, et c'est le deuxième point, ce que ça montre, c'est qu'on a une poursuite d'un rapport de force entre tenants du capital, tenants du travail, d'un rapport de force. Tu m'as eu pendant de très longues années, de trop longues années, je peux t'avoir aujourd'hui, toi, la partie adverse, je ne te rate pas. Et ce que dit notre leader de Chrysler, de Stellantis, c'est bien cela. Vous avez joué du rapport de force, jouons-le. Vous n'avez pas eu de pitié, nous n'aurons pas de pitié. Et force est de constater que dans l'automobile aux États-Unis, les salaires réels n'ont pas du tout suivi la trajectoire des salaires réels du reste de l'économie et des autres secteurs aux États-Unis sur les 10, 15, 20, 30 ans passés. La société américaine a quand même des failles. Ça, c'est une grosse faille. En fait, du côté européen, on n'en est pas là parce qu'on a quand même notre assurance sociale qui fait que même si le dialogue social n'est pas très bon, on n'est pas dans la situation américaine. Donc, à ce double titre, oui. Ce qui se passe là-bas est important. Et le second est sans doute plus important que le premier. Comment on recrée du lien ? Il suffit de voir le succès. Pour le moment de Donald Trump, on se dit recréer du lien. Mais là où vous avez raison, c'est qu'il y a une philosophie derrière ce qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est le Fordisme qui revient. Les salariés, les syndicats ont utilisé cette phrase très intéressante en disant « on produit ce qu'on ne peut plus acheter ». Et là, ils sont allés chercher dans l'histoire des faits qui sont très marquants. Donc, c'est très politique, effectivement.
Igor, je ne sais pas, sur l'automobile américaine, si ça vous intéresse. Est-ce que c'est bon pour Tesla? Est-ce que c'est bon pour d'autres constructeurs? L'automobile, on lui a collé sur le dos une rupture technologique telle qu'on a demandé aux producteurs, aux constructeurs de premiumiser leurs véhicules et leurs produits. Ce qui est vrai, c'est que les employés ne peuvent plus acheter, et beaucoup de personnes, entre guillemets, médianes, ne peuvent plus s'acheter des véhicules à 50, à 60, 70 000 euros. Donc oui, après, le phénomène de grève aux États-Unis n'est pas si rare que ça. Non. Donc je pense que c'est plutôt la relation capital-travail. Elle est peut-être un peu plus saine là-bas, puisqu'elle est peut-être plus confrontationnelle. Moi, ce n'est pas une source d'inquiétude particulière. C'est des négociations salariales, il y en a à peu près partout. Et en général, les Américains savent faire le deal quand il faut. Sur le plan de la politique, bon, les présidents américains ont certes une influence. On verra Joe Biden avec son programme IRA a quand même beaucoup créé d'emplois, etc. Mais on sait que ce sont les lobbies économiques, et notamment le lobby militaire, qui aujourd'hui a beaucoup profité de la situation qui se passe en Ukraine. Et donc, il y a pas, moi, je ne vois pas un gros risque sur l'économie américaine parce que c'est assez bien géré. On ne parle pas de l'aspect sociétal, socio-démographique. Oui, puis ça se fait à coup de dépenses fiscales et budgétaires quand même soutenues. Le dollar étant très fort, il attire. Pas juste du wishful thinking. Dollar fort, taux d'intérêt élevé. Je veux dire, les États-Unis reprennent toujours la main, à un moment ou à un autre. Et c'est vrai que là, c'est le cas. Donc, on va voir ce que ça donne, la grève, mais c'est pas inquiétant. Moi, je ne trouve pas ça si inquiétant que ça. Je suis plus inquiet par la situation européenne que la situation américaine. Je comprends. Dans le paysage global, même avec la grève américaine dans l'automobile, vous dites que ça reste quand même le pôle d'attraction aujourd'hui évident pour les investisseurs. Oui, mais... malheureusement, j'allais dire, c'est à chaque fois pareil. Chaque crise, nous, il n'y a qu'à voir la trajectoire du PIB de la zone euro et du PIB de la zone US, la zone dollar, enfin les États-Unis. Oui. On prend à chaque fois du retard. Eux, non. Et en plus, ils ont une avancée technologique bien supérieure à la nôtre. La Chine, il y a l'idée que l'espoir peut être une stratégie court-termiste sur l'idée que les actions chinoises peuvent rebondir. Ah non, mais là, c'est d'accord. Non, mais moi, j'ai toujours dit, l'occidental qui n'est jamais allé en Chine, qui ne parle pas mandarin, il ne peut pas faire de commentaires éclairés sur la Chine. C'est pas possible. Mais sur la valorisation des actions chinoises, on a le droit d'en parler. C'est très bien, mais l'économie, ça passe après la démographie et la politique. Et là, aujourd'hui, la Chine, c'est d'abord la politique et la démographie. Moi, je citais l'exemple des pays asiatiques, les tigres, dont on disait qu'ils allaient avoir des croissants dans les années 80-90. C'était Thaïlande, ces pays-là, c'est ça. Vietnam, il y a eu avant Corée du Sud, Japon, et en fait, ça s'est normalisé, notamment le Japon, à cause de la démographie. C'est très difficile de maintenir une croissance à 10%, surtout quand c'est fait à coup de subventions de secteur public, ce dont on discutait. Ce qu'il faut, c'est développer la sphère privée. Dès lors qu'on contraint la sphère privée, et là, c'est ce qui a été le cas politiquement, on atrophie son économie, donc on atrophie la libre entreprise, et donc les points de croissance s'évaporent. Après, oui, ça vaut pas cher, mais ça peut valoir pas cher pendant très longtemps aussi. On fait pas tout. Enfin, la Chine, sujet clos, puisque, visiblement, il n'y a pas d'espoir particulier à avoir. Si vous êtes d'accord sur ce point. Non, je voulais qu'on dise, ça peut être en lien avec la Chine, j'en sais rien, mais pétrole, matière première, là, ça repart fort depuis quelques mois. On pensait que c'était que le pétrole, puis il y a quand même d'autres métaux qui commencent à remonter un petit peu depuis quelques semaines. Hervé. Alors évidemment, quand on est à 95, tout le monde call $100 sur le pétrole, on y est, donc voilà. Mais comment ça s'inscrit là dans le jeu macro des prochains mois, des prochains trimestres? En fait, on essaie de nous dire que ce qui se passe est économique. C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a trop de demandes, c'est de votre faute. Donc voilà, en fait, en gros, la production de pétrole, au moment où on parle, on doit être autour de 100 millions de barils jour. Moi, le chiffre que j'ai, c'est 99,9. Le chiffre que j'ai en tête. Et puis, on nous dit, mais vous vous rendez bien compte qu'en fin d'année, on sera à 103 millions de barils jour au niveau de la demande. Bien malin qui peut dire ce que sera la demande de pétrole en fin d'année, tant on a du mal à voir ce qu'il en est de la croissance. Alors, oui, mais c'est la Chine, vous avez vu, les derniers chiffres d'août, ils sont meilleurs. Non, tout ça, c'est risible. À mon avis, il y a deux choses qui sont objectives. La première, c'est les stocks.
les stocks aux États-Unis, c'est là où on les suit les mieux, avaient beaucoup baissé pendant l'été. Hein, c'est l'été, on fait de l'air climatisé et on roule. Bon, n'empêche que le dernier chiffre sur les stocks de produits pétroliers, il remonte. Donc ça, c'est un signal qui irait à rebours de la hausse, et puis, et surtout, il y a la géopolitique du pétrole. Ah bah bien sûr. Oui. Et en fait, le point central, il est là. La géopolitique du pétrole, eh bien, c'est l'axe de l'OPEP+, en fait, l'axe entre l'Arabie Saoudite et la Russie. Aujourd'hui, les deux ont un intérêt à avoir un prix du pétrole élevé. Les deux sont à des degrés extrêmement différents, plutôt en froid avec les États-Unis. Et les deux, eh bien, sont en chaud avec la Chine, alors là encore, à des degrés différents. Voilà la situation. Donc, c'est une situation qui est contre l'Occident. Alors, politiquement contre les États-Unis, il n'y a pas de doute, et économiquement et indirectement contre l'Europe, quoi. Parce que, en fait, la grande zone qui n'a pas son indépendance énergétique, alors il y a la Chine, mais c'est une autre histoire, c'est l'Europe, et ne pas avoir d'indépendance énergétique au regard de l'histoire. Et là, je dirais, les crises énergétiques et les conséquences économiques, c'est tout à fait clair. Pas avoir son indépendance énergétique, c'est un gros problème. Je reviens au sujet. Sur la géopolitique du pétrole, on voit bien que les Américains essaient de se rapprocher, de se rabibocher avec les Saoudiens. Le vecteur qu'ils utilisent, c'est réussir à créer un accord entre Israël et les Saoudiens. Au titre de cet accord, les Américains diraient « je l'ai fait, ça sécurise les deux pays, en contrepartie, vous êtes gentils ». Et les messages envoyés par les Saoudiens, le ministre du pétrole saoudien hier soir a envoyé un début de message dans ce sens-là. Donc au moins il y a... les Américains disent « il faudrait qu'il se passe des choses », les Saoudiens disent « je comprends que vous disiez cela ». On ne va pas plus loin, mais en fait, si on veut que ça se calme sur le prix du pétrole, sauf à avoir un accident sur la croissance mondiale, possible, mais pour le moment, personne ne retient cette hypothèse, il faut que ça bouge sur l'échiquier géopolitique. Je comprends. Espérons. Oui. Bon, pétrole, c'est... La guerre, c'est inflationniste. Et là, il y a une guerre entre deux blocs avec un pays intermédiaire, entre des producteurs, enfin la Russie notamment, et des consommateurs, l'Europe. Là, les États-Unis sont autonomes, mais donc moi je dirais que la meilleure nouvelle qu'il pourrait y avoir pour la croissance mondiale et les prix du baril, c'est l'arrêt de la guerre en Ukraine. Là, c'est clair que l'impact immédiat, c'est que les chaînes d'approvisionnement, la pression, ça c'est pas pour demain a priori, mais c'est un chapeau sur la croissance et puis c'est une pression sur pas que la matière première pétrolière, aussi les softs, tout ce qui est blé, on voit bien avec les perturbations sur l'approvisionnement en mer Noire. Donc la guerre, c'est inflationniste et ça peut faire marcher les usines militaires de ceux qui ont des productions militaires, mais à terme, on l'a vu économiquement, ça finit toujours un peu par des catastrophes. Ça, c'est une inquiétude quand même, parce que derrière ce pays qui est un petit pays, entre guillemets, il y a deux blocs, comme ce qui a été dit, il y a deux blocs qui se constituent et on voit bien que dans tous les sujets, c'est géopolitique. Le pétrole, c'est géopolitique. Oui, c'est ça, oui. Et nous, ça sert plus à rien d'être nous, on ne va pas pouvoir faire baisser l'inflation. Non, mais on ne va pas pouvoir faire baisser l'inflation si le pétrole est à $100. C'est pas possible. Donc ça maintient la pression sur la BCE, sur les taux, le risque toujours d'en faire une de plus, sociale, parce etc. Que l'essence en France, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est quand même un sujet très, très acrimonieux entre le pouvoir public et puis les consommateurs. Parlons de l'Inflation Reduction Act. Qui célèbre ses 1 an. Alors, c'était passé à l'automne. C'était passé au Congrès à l'été 2022 et c'est rentré en application. Ça a été validé, tamponné, signé en fin d'année dernière. On a fait un peu le premier bilan des résultats. C'est déjà spectaculaire. Oui. C'est pas des projections à 30 ans, encore une fois, et c'est pas de la méthode Coué, quoi. C'est déjà là, ancré dans les territoires américains. Bien sûr. Non, mais alors, c'était, on l'avait dit, de toute façon, une mesure extrêmement incitative pour les entreprises. Et d'ailleurs, à la fois, ce qui est proposé en termes d'incitation budgétaire était énorme,
largement amorcé, très vite amorcé. Et en plus, les entreprises, du coup, ont rajouté au pot d'elles-mêmes. Donc, ça y est, la machine Les effets multiplicateurs sont encore plus importants que ce qu'on imaginait. Par contre, et ça, c'est ma grande déception, force est de constater que ça ne paye pas en bourse. Non. Ça ne paye pas en bourse. C'est-à-dire que les investisseurs n'adhèrent pas au sujet, on va dire, du green aux États-Unis. C'est un des secteurs, je pense, le green et en particulier les énergies renouvelables, dont la performance est la plus mauvaise depuis le début de l'année. Même en Europe, Alors, en Europe, oui, mais il y a d'autres secteurs, c'est moins flagrant. D'accord. Les baisses aux États-Unis et la période de la saison de publication des résultats. Alors, comment vous l'expliquez ? Alors, il y a beaucoup d'explications et elles sont plutôt logiques en réalité. Alors, première chose, qu'est-ce qui a souffert ? Le solaire souffre moins que l'éolien aux États-Unis, en particulier l'éolien offshore. Et il y a une raison à ça, qui n'est pas neutre, c'est que pour faire des éoliennes en mer et pour les maintenir ensuite, il faut des bateaux. Et ces bateaux, c'est les mêmes qu'on utilise pour l'industrie pétrolière. Donc il y a une concurrence sur les prix dans la logistique de cette industrie qui est phénoménale. Ouais, je comprends. Et c'était mal anticipé. Ça, c'est la première chose. La deuxième... Ça abîme la rentabilité de ces projets, quoi. Complètement. Voire ça les fait disparaître. Absolument. Deuxième sujet de rentabilité, et c'est en lien avec notre discussion sur les taux, c'est des industries, quand on construit un parc éolien ou un parc de solaire, où il va falloir délivrer un TRI, un rendement, et ce rendement, il est quand même très dépendant de votre taux de financement. Et là, ça commence à pêcher, c'est-à-dire qu'on est arrivé à avoir des taux très intéressants avant la hausse des taux d'intérêt, autour de 10-11% pour les meilleurs. Ça va devenir compliqué, tout le monde l'a bien vu, puis le financements deviennent compliqués. Donc ça pèse énormément. Enfin, il y a des subventions quand même qui viennent amortir aussi le coût du capital que le marché propose. C'est jamais sain, les subventions. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'en fait, les subventions, déjà, ça veut dire qu'il faut avoir une visibilité sur la réglementation qui ne fait que changer. Regardez ce qui s'est passé en France. Ça y est, on va moduler le bonus-malus pour revenir sur le sujet des voitures électriques en fonction de là où est produite la voiture. Grande idée qu'ont eu les Américains bien avant nous, évidemment, mais on voit bien que ça bouge tout le temps. Quand même, dernier sujet, c'est la chaîne d'approvisionnement. Là, on va revenir à la Chine, et malheureusement, elle coûte extrêmement cher, voire il y a des ruptures, et donc c'est très compliqué de continuer à approvisionner. Donc tous ces acteurs se retrouvent dans une panade, passez-moi l'expression, qui fait qu'aucun investisseur n'a envie d'y toucher. Pourtant, c'est là où ça devient intéressant, ils en voulaient tous il y a 2 ans, et les multiples étaient 2 fois plus élevés. Est-ce que c'est pas le bon moment de s'y intéresser ? Si on croit à la tendance, si on croit à l'IRA, les États-Unis sont rentrés dans cette danse, on va dire, du green, donc à travers l'efficacité énergétique des bâtiments principalement, la mobilité verte et les véhicules électriques, et puis effectivement les énergies renouvelables. Si on y croit, et je pense qu'on peut y croire quand les États-Unis y vont. C'est marrant parce que le marché boursier, notamment, a pas de mal à croire à l'IA générative et tout ce que ça va révolutionner dans nos existences d'ici 3 mois. Et sur des sujets comme ça, lourds, hyper documentés, où toute la recherche est déjà là, où tous les rapports ont été faits, il y a oui, mais non. Et la rentabilité existe. Rappelez-vous les discussions qu'on a eues sur l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle sera régulée, oui ou non ? Je suis convaincue que oui. Donc il ne faut pas imaginer que les rentabilités qu'on peut espérer soient tout à fait exemptes de nos régulateurs. Et le business model, le modèle d'affaires, n'est pas vraiment clair. Sur les énergies renouvelables, franchement, c'est relativement clair. Sur les bâtiments, c'est clair aussi. On a moins de doutes quand même, oui. Le véhicule électrique, c'est peut-être là où c'est un peu plus compliqué. Mais enfin bon, globalement, c'est des business éprouvés. Donc il n'y a pas de raison. Donc c'est peut-être le moment de s'y intéresser. Vive l'IRA, Igor ? Non, mais enfin, c'est... Vive l'IRA, oui, référence à des choses un peu différentes. Mais... non, vive il y a un secteur qui est très capitalistique, donc quand les taux d'intérêt sont élevés, le réflexe naturel du boursier, c'est de le décoter. Ouais. Bon, après, sur les industries d'énergie renouvelable, on voit bien qu'elles ont du mal encore à prendre une part très importante dans la production d'énergie. Sinon, le pétrole ne serait pas là où il est. Enfin, bon, je pense que... C'est très hétérogène encore. Il y a des zones avancées. Je crois qu'en Allemagne, ils sont quand même déjà bientôt à 50% produits à travers le renouvelable. La chaîne d'approvisionnement, on pose... parce que c'est bien de dire on fait des panneaux solaires, mais si c'est fabriqué en Chine, on sait qu'en Chine... Voilà, le but de l'IRA, c'est de construire les panneaux solaires aux États-Unis. Je pense que c'est un cycle très long. Et ça, la bourse, elle aime bien la rupture technologique, donc l'IA. On ne sait pas ce que ça donne, mais c'est une vraie rupture, c'est quelque chose qui change, enfin une vraie rupture. Oui. C'est quelque chose de nouveau. C'est pas une rupture en tant que telle par rapport au moteur à combustion, par exemple. Mais bon, là, c'est un temps très long. Donc, et puis, on voit bien qu'on n'arrive quand même pas à régler le sujet climatique comme ça, juste parce qu'on donne des subventions. On voit bien qu'on a des sujets qui sont vers la planète. On est toujours aussi nombreux. Donc, c'est très, très long.
Et après, ça suivra les codes de l'investissement boursier, c'est-à-dire le retour sur capital, etc. Donc je pense que c'est trop jeune, vous dites, en fait, pour la bourse, là. Non, mais c'est des temps très très longs. Ouais, les champs pétroliers, ils n'ont pas été productifs en 2-3 ans. L'industrie pétrolière, elle a mis un siècle à être véritablement ce qu'elle est aujourd'hui en termes de rentabilité du capital, du cash, etc. Après, je ne veux pas laisser entendre qu'il y a un désamour du capital privé pour ces thèmes-là, parce que ça se joue peut-être en dehors des marchés boursiers, hein, c'est ce que vous dites aussi. Le temps long, c'est le private equity, c'est l'infra, la dette privée, enfin, vous connaissez très bien ces sujets. C'est peut-être aussi en dehors du marché liquide de la bourse que ça se joue. C'est là où l'argent public a une vraie valeur. C'est-à-dire que lui, l'argent public, il a la vision longue. Le TGV, le tunnel sous la Manche, enfin, il n'y avait pas d'argent public. Mais voilà, c'est là où l'argent public laisse de côté le TRI à court terme. Et c'est pour ça qu'on en a quand même besoin. Et après, l'argent privé prend le relais. Mais les multiples sont... Je pense que quand même, des multiples très élevés, on peut les justifier, mais quand on s'appelle Apple... Quand on est un champ de production d'électricité solaire, pas encore. Oui, puis c'est même pas eux qui justifient les multiples les plus élevés, Apple. Non, il y a pire. En plus, il y a pire ou mieux, j'en sais rien, mais oui. Je prends Apple parce que c'est un symbole emblématique pour tout investisseur, mais il y a eu beaucoup de faux démarrages sur, entre guillemets, les renouvelables. Oui, puis petite parenthèse, mais alors c'est en Europe, mais Siemens Energy au mois de juin, Ørsted au mois d'août, c'est quand même coup sur coup 2 gros gadins boursiers. Alors sur des problèmes peut-être distincts, mais quand même autour de l'éolien offshore, des questions de maintenance, des questions de... Vous voyez, l'éolien offshore, etc. C'est devenu un contre-argument écologique. C'est-à-dire que maintenant, les champs éoliens offshore sont aujourd'hui critiqués par les associations de défense des littoraux. Donc, c'est pas clair, c'est pas tranché. C'est pas simple. Heureusement que c'est pas simple, mais le sujet est long, je pense. Hervé, sur l'IRA américain, l'Inflation Reduction Act, les résultats déjà tangibles. Alors l'autre point qu'on soulevait, ce qui est fabuleux, c'est que c'est un plan démocrate, mais que les 2/3 des emplois, les 3/4 des investissements de l'IRA sont faits dans des États républicains aujourd'hui. Donc là, je trouve que politiquement, il y a quand même quelque chose d'indestructible. Enfin, on sait que vous parliez de la remise en cause des subventions, etc. Bon, là... Tout le monde est coincé. Et puis, je voulais dire un mot, je ne sais pas si ça a un lien avec l'Iran, mais quand même, le Mexique, c'est premier partenaire commercial des États-Unis devant la Chine. Et ça montre aussi la recomposition de quelque chose dans le commerce mondial et dans les intérêts des grandes zones et des grands blocs. Enfin, juste 2 mots sur le deuxième point, l'évolution du commerce extérieur américain. Oui, c'est étonnant de voir comment les importations américaines en provenance de Chine ont baissé très rapidement. Dans le même temps, avec une position politique assez proche, en Europe, ça continue de monter. Donc voilà, on n'est pas... Nous, on ne peut pas s'en passer. Oui. Probablement un peu plus. La réactivité... Oui, enfin... Même en prenant ça, il y a quand même une réactivité chez les Américains qu'on trouve moins chez les Européens. Alors, Walmart, c'était 40% des produits vendus chez Walmart qui étaient fabriqués en Chine. Hein. C'est quand même... Sur le point de l'IRA, moi, si on voit ça de l'autre côté, c'est-à-dire de celui qui subventionne, en fait, il y a quand même un côté, vous investissez et je prends en charge une partie de vos coûts d'investissement. Bref, c'est la caisse de l'État fédéral qui est mise sur la table. Ah, c'est dans la bonne case, allez-y. Donc en fait, si on peut avoir un désappointement en disant les performances actions, elles ne sont pas là, du côté des perspectives de déficit public, est-ce que ça dit peut-être sur le niveau des taux d'intérêt ? Il ne faut quand même pas oublier qu'un taux 10 ans américain a dû prendre 65 centimes pendant l'été. Ce n'est pas un élément de maîtrise des comptes publics, et quand on a des perspectives sur les comptes publics, elles ne sont pas bonnes, et là, ça fait une incertitude qui en fait renforce cette dégradation. Donc là, il y a un point dont on ne parle pas, mais il y a une contrepartie. Il n'y a pas d'argent gratuit. On le donne à certains. C'est l'État fédéral américain, qui n'est pas dans un état financier excellent, qui est en charge d'eux, sachant qu'en même temps, la Banque centrale américaine réduit la taille de son portefeuille de titres d'État. On est quand même à moins 1000 milliards maintenant. Et donc, en fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que sur la montée de notre taux
à 10 ans américain. En fait, ce que ça pointe, alors vous pouvez dire c'est la prime de terme qui a monté, vous pouvez dire c'est le taux réel qui a monté. Dans tous les cas, c'est la même histoire. C'est pas du côté de l'inflation. Les anticipations inflationnistes à 10 ans, tout le monde est très optimiste. Ça rentrera dans le rang, à voir. Par contre, ce que ça flèche, c'est quand même la question de la dette du souverain américain. Et en fait, tout ça s'est produit avec un double catalyseur. Le structurel, c'est hop, jusqu'où ira la dette publique. Mais le double catalyseur, ça a été la dégradation de la note souveraine par Fitch. Alors, S&P l'avait fait il y a 11 ou 12 ans, mais on peut dire que les agences mettent du temps à réagir. Et puis, il y a au cours de l'été, les émissions du Trésor américain ont été très, très actives. Donc, il y a eu des catalyseurs, mais la réalité derrière, c'est que, aujourd'hui, on pointe tout de même une situation d'endettement public aux États-Unis sur laquelle on s'interroge. Et puis, il ne faut pas oublier que l'Europe s'est quand même mis dans le sillage. Nous, on n'a pas fait 65 centimes. L'Allemagne a dû faire plus 35 au cours de l'été. Et c'est la même histoire. Oui. C'est les taux réels qui ont monté. Oui. La prime de terme en Europe, je ne sais pas exactement ce qu'elle a fait. Mais j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, le marché obligataire nous envoie un message qui dit inflation dont on ne sait pas exactement si elle refluera ou pas, taux d'intérêt dont on nous dit maintenant qu'ils vont rester élevés plus longtemps que ce qu'on croyait. Et charge de la dette qui augmente. Question sur la dette publique. Tout ça est assez cohérent, mais pas confortable. On a oublié finalement que l'argent public devait se rembourser à un moment. Ça fait plusieurs années, et voire quelques décennies maintenant, malheureusement, qu'on pense on peut. Après, en agrégé, la zone euro revient assez vite dans le rang aussi, dans les trajectoires de finances publiques. Après, État par État, c'est différent. Mais en agrégé, la zone euro, grâce à quelques pays, revient dans les clous assez vite l'an prochain. Mais dans ce cas-là, il y a la question de la gouvernance de la Alors voilà, il y a d'autres primes, il y a d'autres risques qui méritent des primes, effectivement, ou des décotes sur les actifs européens. Qu'est-ce qu'on fait sur les marchés, Léa? Donc, partie action, c'est quoi la logique d'investissement à ce stade? Alors, moi, je reviens en ce moment sur les secteurs qui ont été largement délaissés depuis 2 ans. Donc, les énergies renouvelables, on en a parlé, même si ça reste petit, il ne faut pas se concentrer trop dessus non plus. La santé, il y a quand même beaucoup. On en parle juste après. Ça tombe bien. Tout le monde en parle. J'espère qu'il sera d'accord avec moi. Oui. Mais effectivement, la santé, il y a quand même des perspectives de croissance qui sont là, indépendamment du Covid, qui a été un peu un booster, et de l'après-Covid, qui a été un catalyste à la baisse des multiples. Bon, moi, je considère quand même qu'on est sur des acteurs relativement défensifs, qui, dans des périodes un peu compliquées, peuvent... Ça a bien tenu cet été, la santé. Oui, mais c'est justement c'est ça le signal qui nous a donné là, le marché depuis 2 mois. On ne sait pas trop où on va. Donc je pense que ces 2 secteurs-là qui, moi, me plaisent bien, soit pour leur valorisation, soit pour leur caractère défensif, dans ces périodes un peu illisibles, me conviennent. Les secteurs qui ont du cash, je pense que le message du cycle actuel, c'est privilégier la liquidité. Donc, partout où il y a de la liquidité qui est rémunérée, que ce soit dans la classe d'actifs actions, dans des entreprises qui ont accumulé et qui sont des modèles économiques qui créent du cash flow, dans le taux d'intérêt où on a des émetteurs qui ne sont pas à risque, et puis sur la liquidité pure, c'est ça le message d'investissement. Donc ça veut dire qu'il faut balayer les 3 marchés, cash, obligations, actions, avec le prisme de la liquidité, et donc pas de risque bilanciel. Oui, il peut y avoir des accidents de parcours de bénéfices, de croissance de bénéfices ou de plans stratégiques mal compris comme la Société Générale. Mais quand on fait le cumul de l'argument de liquidité et de la valorisation, je pense qu'on est bien même pour attendre. On n'a pas de risque à attendre et à être sur des classes d'actifs très liquides, puisque maintenant, il y a une prime à la liquidité. Alors qu'avant, il n'y en avait pas. Il y avait une prime à l'illiquidité. Hervé, un mot sur la santé en fait partie. Un mot sur les marchés où vous voyez le plus de risques aujourd'hui, effectivement. Alors, moi, je reviendrai sur la question de l'allocation d'actifs. Quelle classe d'actifs on doit privilégier? Bon, si on dit le soft lending, c'est très compliqué. Bon, soit on reste avec une croissance un peu inflationniste, et dans ce cas-là, oui, il faut privilégier les actions, le crédit et les titres d'État. Il faut faire attention. Soit vous vous dites ça ne durera pas et on aura un accident, on aura une récession, et dans ce cas-là, c'est les titres d'État qu'il faut privilégier, et le reste, pour le moment, il faut faire très attention. Et en fait, moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est que avec l'incertitude qu'on a aujourd'hui, est-ce que vous privilégiez un scénario ou l'autre? En fait, vous vous dites les probabilités doivent être relativement proches. Et donc, je trouve qu'il y a un inconfort au niveau de la privilégier un scénario plutôt
plutôt qu'un autre, c'est trop tôt ou trop vite, compliqué, ouais. ça peut faire des erreurs. Hein. Les taux, comme vous l'avez bien C'est dit, pour ça que celui n'ont qui pas aura arrêté de du monter cash, depuis l'été, hein. celui qui aura du cash, il pourra traverser Ouais. la récession. C'est vrai. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Léa Dunon-Châtelet, DNCA, Igor Demac, Vital Épargne, Hervé Gouletker, Accuracy. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la santé, avec un focus sur le secteur pharma européen notamment. Et c'est Éric Le Berrigaud qui est à mes côtés en plateau, analyste pharma, santé et managing director chez Stifel. Bonsoir Éric. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Il faut absolument qu'on reprenne l'histoire de Novo Nordisk avec vous. Non mais, quand je dis reprendre, parce que... Il y a 6-9 mois, vous êtes venu me révéler effectivement la manière dont le marché de la lutte contre l'obésité était en train de changer de dimension. Donc on a déjà eu quelques entretiens à ce même micro pour raconter cette histoire fabuleuse, je trouve toujours. Éric, je voulais qu'on refasse le point quand même sur la situation de Novo. Il y a eu des résultats d'études cliniques qui ont été publiés au mois d'août, qui ont déclenché une nouvelle vague d'enthousiasme des investisseurs. C'est un titre qui a fait x3 sur 3 ans, je crois, c'est ça à peu près, 200% de hausse sur 3 ans pour Novo Nordisk, et on est sur un bon plus 40 peut-être depuis le 1er janvier. Donc il y a une nouvelle vague d'enthousiasme déclenchée par les résultats, je voulais bien qu'on y revienne, qui porte d'ailleurs Novo Nordisk au top des capitalisations boursières européennes. Ça aussi, je dois dire que je ne l'avais pas vu venir. Et quel état des lieux vous dressez du dossier, notamment en matière de valorisation aujourd'hui par rapport à ces perspectives de croissance, dont on a l'impression qu'elles sont en permanence revues à la hausse. Oui. Alors, je crois que la dernière fois, on s'était dit que la prochaine étape, c'était cette fameuse étude SELECT qui allait mesurer, au-delà de la perte de poids, si on avait un bénéfice sur le risque cardiovasculaire. Et on se disait, si ça devait être le cas, là, effectivement, on franchirait une nouvelle étape. Et ça, effectivement, a été le cas, puisque l'étude était construite pour montrer un bénéfice de 17% à minima. Donc, à partir de 17, on avait une étude réputée statistiquement significative. Ils ont montré 20. Donc là, ça va déplacer le centre de gravité vers de l'obésité purement et simplement à probablement quelque chose de beaucoup plus protection de la sphère cardiovasculaire de patients à risque avec facteurs de comorbidité, et ce qui peut aussi déplacer le débat vers différents praticiens, c'est-à-dire on va passer des endocrinos peut-être un peu plus au cardio. Et ce faisant, peut-être on met plus de contenu médical aussi dans la proposition, ce qui nous éloigne un peu du risque d'utiliser ce produit pour aller à la plage. Et voilà. TikTok, pour dire les choses. Voilà. Mais ça pose d'autant plus un problème de couverture, c'est-à-dire comment on paye. Voilà. Donc ça, dans tous les pays, le sujet va se poser. L'équation devient quand même extrêmement difficile, quels que soient les pays, de faire comme si ça n'existait pas. Voilà. Ouais. Et de ne pas couvrir. Alors, ne pas couvrir la population large de patients qui rentrent dans la définition de l'obésité par le simple indice de masse corporelle, ça, tout le monde comprend, parce que beaucoup de systèmes explosent si on part là-dedans. Mais en revanche, on peut maintenant imaginer un certain nombre de critères supplémentaires qui permettent de réduire dans un premier temps la population, de partir des patients les plus à risque, qui dérivent le bénéfice le plus important, et puis de commencer comme ça, et puis attendre qu'il y ait plus de propositions de produits, donc une concurrence un petit peu plus forte, parce que là c'est un duopole, et pour un certain nombre d'années, ça va le rester. Ouais. Et donc, on va venir à Novo plus particulièrement. Et puis, attendre les premiers biosimilaires, évidemment. Et donc, ça va se jouer par les prix. Et c'est à ce moment-là que l'offre probablement s'élargira. Ouais, donc, pour revenir à la question de Novo, où est-ce qu'on en est sur la valo, etc., on reste dans la même configuration où, de toute façon, ils ne produisent pas assez, ils vendent tout ce qu'ils produisent, ils nous avaient fixé avant l'été, puis après l'été, puis ils repoussent l'échéance de dire on va être en situation de pouvoir recommercialiser totalement toutes les doses les plus faibles. En fait, quelle est leur astuce pour faire en sorte de ne pas être dépassés ? Et de donner la priorité aux patients qui ont démarré un traitement et de ne pas être à risque de l'interrompre en cours de route, c'est qu'ils limitent la mise à disposition des doses les plus faibles, parce qu'en fait, quand on démarre le traitement, on démarre la dose faible et on monte jusqu'à la dose 7, 8. Et là, on se stabilise. Bon, et donc, en enlevant du marché l'offre des doses les plus faibles, on a moins de nouveaux patients. Bon, voilà, mais bon, on avait dit la dernière fois, ils ont doublé les capex, sauf qu'il faut entre 3 et 5 ans pour que les unités arrivent. Donc, ils sont portés pour un...
un certain nombre d'années. Et donc, en termes de valo, c'est toujours pas scandaleux, notamment si on le mesure évidemment en PEG, parce qu'on peut pas le faire autrement. Évidemment, si on regarde le PE, on a peur, mais on s'enfuit. Mais le point de croissance bénéficiaire. Combien coûte le point de croissance bénéficiaire? Le point de croissance, il est totalement dans la moyenne. Ouais. Et donc, est-ce que je préfère payer grosso modo, je faisais l'exercice maintenant en basculant sur 2024, et on a quand même un beaucoup plus grand groupé sur les grosses big pharma qu'on a eu historiquement. Le spread s'est quand même beaucoup resserré, et donc Novo est dans la moyenne, alors légèrement un petit peu au-dessus, mais franchement... Ouais, c'est pas Nvidia, quoi. Voilà. Est-ce que je suis choqué de payer un PEG de 1,5, une boîte qui fait 20% de croissance de manière alors pérenne, il faut faire attention aux termes, mais en tout cas, sur pas mal d'années, ça va être sur un horizon. Et la visibilité, elle est considérable. Est-ce qu'ils ont prévu, parce que ça aussi, c'était le Graal absolu, c'est au-delà du bénéfice cardiaque, qui paraît... Alors, intuitivement compréhensible. Est-ce qu'ils vont chercher, j'imagine, est-ce qu'ils peuvent trouver des bénéfices, toute maladie, comme vous dites, Eric? C'est dans les tuyaux, il y a des études prévues là-dessus. Alors, j'allais dire, c'est en train de devenir une aspirine, mais la comparaison est d'autant plus valable que ce qui a été démontré en fait dans cette fameuse étude SELECT, c'est une étude de prévention secondaire, c'est-à-dire que c'est des patients qui ont eu pour la plupart un premier accident vasculaire, un infarctus, un AVC, ou qui ont une maladie cardiaque installée, une thrombose. Donc en fait, ils sont généralement sous aspirine, sous antiagrégants plaquettaires, etc. Et en plus, on dit Wegovy ou un placebo. Et donc c'est là qu'on démontre un 20%. Donc en fait, il y a quasiment un effet d'aspirine, quasiment sans jeu de mots. Alors, on a le diabète, on a maintenant l'obésité. C'est passé un peu plus inaperçu, mais ils ont sorti une assez belle étude qui a été publiée dans des journaux sur l'insuffisance cardiaque. Donc il y a aussi un bénéfice chez les insuffisants cardiaques. Et on sait que l'année prochaine, on a NASH. Oh! Et puis, on a Alzheimer. Donc la maladie du foie gras, c'est ça, NASH. Ouais. Ouh là là. Donc en fait, c'est couverture métabolique. C'est 360, quoi, en fait. Ça devient quand même... Bon, on suivra ça avec intérêt. On n'est sans doute pas au bout de l'histoire. Peut-être c'est même le début, d'une certaine manière, de cette histoire et de la manière dont la lutte contre l'obésité, c'est le point de départ. Enfin, le diabète puis l'obésité est en train de changer de dimension. Au-delà du seul cas Novo, qui a quand même remis un petit coup de projecteur, je trouve, sur la pharma européenne. Le fait d'être au coude à coude en termes de market cap par rapport à LVMH. Alors, Sanofi a dû l'être à un moment, peut-être, j'ai plus les précisément en tête, mais on est habitué à du Total, on était habitué, il y a eu de la tech aussi à un moment, LVMH évidemment, et là c'est la pharma. Beaucoup de gérants, et encore sur ce plateau juste avant vous, quand je leur demande la logique d'investissement qui les anime là, à l'issue de l'été pour la fin d'année, le secteur pharma revient assez régulièrement depuis qu'on a repris l'émission la fin août sur l'antenne. C'est vrai que je regardais, la pharma plutôt bien tenue dans un été qui était assez hésitant sur les indices en Europe. Alors, je ne vais pas vous demander si vous êtes convaincu de l'intérêt de la pharma en bourse, bien sûr, mais est-ce que l'intérêt des investisseurs, vous le ressentez un peu plus aujourd'hui? Et au regard des fondamentaux que vous analysez, des grandes pharma que vous suivez, est-ce que oui, ça vous paraît être des fondamentaux qui sont particulièrement bien appropriés à la phase de marché du moment qui manque un peu de visibilité, pour dire les choses? Alors, ressentir une volonté de repondérer la pharma, je dirais pas ça. En revanche, il y a une vraie recherche de nouvelles histoires, peut-être. Et donc, de rechercher quelles sont celles qui sont peut-être à un point d'inflexion. Alors, de nouveau, c'est devenu consensuel. Et à la limite, soit on est un petit peu gêné maintenant par le parcours ou par la valo absolue, etc. Mais bon, ça devient aussi difficile de ne pas en avoir. Parce que c'est un vrai pari en soi. Bien sûr. Donc, à la limite, mettons ça de côté. La question, c'est plus à quel niveau je m'expose. Mais après, voilà, comment je complète cette exposition-là. Et donc, je crois que je l'avais dit dans ces termes-là la dernière fois, moi j'aimais bien le tandem des Novartis, Novo Nordisk, parce que Novartis est assez complémentaire de Novo, c'est une histoire un petit peu plus value, retournement, et donc on pourrait enclencher un vrai mouvement de croissance vis-à-vis duquel le marché a encore pas mal de doutes. Donc là, ce qui est plus à jouer, c'est le rattrapage par rapport à un consensus qui est relativement timoré. Alors que, bon, sur Novo, il est bullish, on continue à courir après, mais malgré tout, les attentes sont hautes. Donc ce tandem me paraît intéressant.
Et je le disais, sur 24-27, on a maintenant un écart type assez serré. Et donc, ça va être intéressant de savoir, là, c'est probablement le sujet de la fin d'année, avec quel type de top peak on rentre en 2024, quelles sont celles qui ont le plus de chances de sortir par le haut. Voilà. Et où ce 1,5 de moyenne, en fait, la fourchette, c'est 1,3, 1,8. Hein, D'accord, pour le PEG, c'est ça du secteur. Ouais, c'est vraiment très serré. Ouais. Alors que l'année dernière, on était 1,2 à plus de 4. Ah ouais, je comprends. Donc là, vraiment, c'est vrai. Il y a une convergence quand même au sein du secteur. Ouais. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que le secteur va se comporter de manière monolithique, parce que ça n'a pas été le cas de toutes les dernières années. C'est pour ça que je suis toujours un petit peu réticent en pharma ou pas pharma. C'est qu'à l'intérieur, ne serait-ce que des 6 plus grosses capilles européennes, le delta de croissance ou de performance boursière sur une année, sur chacune des 6 dernières, entre la moins bonne et la meilleure, c'est 35%. D'accord. En fait, il ne faut pas trop se tromper quand même dans le pic qu'on fait. C'est un vrai secteur de stock picker, quoi. Voilà, soit on prend jouer sectoriellement, ça n'a pas beaucoup de sens. Ouais. Voilà. Et dans le lot, quand même, derrière ces deux-là qui ont plutôt bien fonctionné, Sanofi s'est pas mal comporté aussi. Donc, oui, j'ai vu. Moi, j'ai regardé Sanofi cet été. Ça a très bien tenu, Sanofi. Voilà. Donc, on sent qu'il y a un frémissement du côté de la R&D avec un pipe un peu moyen terme qui n'est pas inintéressant. Donc là, ils ont 2 lancements, dont le fameux anticorps contre la bronchiolite dont on parle beaucoup en ce moment. Pour lequel c'est quand même assez rare, il faut le noter, les gouvernements européens ont débloqué des là, ils ressources. sont prêts, là. Oui. Voilà. Oui. Ça doit être un petit peu sensible dès qu'on touche aux enfants. Bien sûr. Voilà. Et donc, il y a à la fois une dynamique commerciale sur des nouveaux lancements, un pipe moyen terme, et donc, ça s'aligne un petit peu, c'est plus intéressant. Merci beaucoup, Eric. Merci pour votre éclairage précieux sur ce secteur de la pharma. On parle des grandes capitalisations du secteur de la pharma en Europe avec vous régulièrement dans ce quart d'heure de Smart Bourse. Eric Le Berrigaud qui était à mes côtés, Managing Director chez Stifel, dans ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.